Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel enregistrement du podcast If This Then Dev. Un épisode très spécial aujourd'hui, mais en même temps traditionnel. C'est un peu notre tradition chaque année. Effectivement, je reçois aujourd'hui Quentin. Quentin, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques rares personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore ? Alors, donc je m'appelle Quentin Adam. C'est moi qui ai le pseudo bizarre sur Twitter, la WAXZCE. Ce qui se comprend très bien quand on le tape sur le clavier. Genre, à chaque fois, je me fais la réflexion. Ouais, c'est ce qui prouve que j'étais une grosse feignasse en fait à l'époque. Et donc du coup, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, qui est un fournisseur d'outils logiciels pour faire en sorte que les développeurs soient plus rapides, plus efficaces, plus heureux, que la gestion des infrastructures ne soit pas un problème. Donc c'est l'automatisation fournie par le cloud, qui peut être soit dans le cloud des autres, soit on-premise. On fait les trois métiers. J'ai également le plaisir d'avoir cofondé une boîte qui s'appelle Ici Lundi, qui permet d'améliorer l'expérience de vie des Nantais. J'ai également cofondé le projet Maker, dont on a parlé déjà dans un des podcasts. Et puis, j'ai également l'immense plaisir de présider l'Open Internet Project, qui est un organisme qui fait du lobby en Europe afin d'assurer que Internet et l'informatique ne soient pas juste un endroit dans lequel on soit des consommateurs en Europe, mais qu'on ait également le droit de produire et que ça reste un espace de liberté, de créativité. Ouais. En clair, à chaque fois que Google se prend des amendes à 4,6 milliards, c'est nous. Tu as eu effectivement une activité très chargée aujourd'hui, cette année, au-delà de Clever Cloud, que tu as fait. Alors toi, en tant que Quentin, ou même en tant que Clever Cloud, que tu as fait rayonner sur pas mal de je vais pas dire pas de côté, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même eu une prise de hauteur, on va dire, sur tout ça, quoi. En fait, Clever a beaucoup grossi cette année. On a, en fait, il y a un an, il y avait un manager chez Clever qui s'appelait Quentin. Maintenant, chez Clever, il y a une organisation avec du management intermédiaire surtout. Donc, c'est l'année où moi je ne suis plus CTO de Clever. C'est quand même une grande nouveauté pour moi et une assez bonne chose pour ma santé. On a un CTO qui est vraiment un mec super qui s'appelle Steven Leroux, qui est un transfuge d'OVH, et on a un certain nombre d'activités qu'on a créées aussi parce que du coup j'avais le temps de les porter, puis parce que la boîte en a besoin. Donc on a notamment recruté un très très bon directeur des affaires publiques et du juridique qui s'appelle Guillaume Champeau, qui est la personne qui avait créé Numérama et qui ensuite a été directeur éthique chez Quant. Et avec lui, on a décidé d'attaquer un certain nombre de sujets où nous, on n'était pas d'accord avec certaines orientations qui étaient prises. Et donc, on s'est dit qu'on allait défendre notre bout de gras. Et en fait, moi, j'ai souvent des développeurs qui me disent « Mais pourquoi tu fais plus de développement ?» Je fais toujours du développement. En fait, je code toujours. Par contre, si les gens qui vont expliquer aux politiques les enjeux ne les comprennent pas, parce qu'en fait, ils ne savent pas les toucher, en fait, ça finit toujours par déconner. Et ça, c'est quelque chose que je perçois très internement, et du coup, j'ai décidé effectivement d'aller m'occuper de certaines choses, et il se trouve que l'Open Internet Project avait besoin d'un président, et il se trouve que ça m'intéressait d'y aller pour réellement comprendre les arcanes des choses, et je pense qu'on fait un bon boulot aujourd'hui dans ces structures-là, et je pense que les effets de ce boulot sont en train de se sentir, ce qui est assez court, à faire public, 1 an, c'est ridicule comme temporalité, donc c'est vraiment intéressant, et je pense que c'est intéressant également en tant que développeur et qu'ingénieur d'avoir ce point de vue-là sur les affaires publiques. Et je pense que je fais les choses différemment et c'est amusant, quoi. Ça me plaît. Et donc avec l'Open Internet Project, l'idée c'est d'aller faire en sorte que,
C'est quoi, ça allait combattre les GAFAM sur le terrain légal ou c'est quoi l'objectif? En fait, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est les abus de position dominante et le non-respect du droit de la concurrence. À un moment donné, le business, il doit être libre et n'importe qui doit pouvoir y amener dans le marché ses innovations, ses pensées, des nouveaux produits. Et par ailleurs, après, les gens peuvent aimer ou pas un modèle capitaliste ou une économie de marché, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que la plus mauvaise des options, c'est l'économie de marché avec un monopole. Le monopole, ça détruit l'innovation, ça détruit les capacités de créativité et ça enslave, ça Enchaîne, esclavage ouais. les utilisateurs et les consommateurs. Et donc, il y a un certain nombre de très grosses boîtes, donc littéralement les GAFAM, hein, qui aujourd'hui ont des attitudes de concurrence qui, à mon humble avis, sont mauvaises et sur lesquelles on attaque. Et les attitudes sont multiples. Ça peut être l'utilisation du self-preferencing, donc la capacité à pousser tes propres produits sur un marché où tu es déficitaire. Littéralement, tu as la pandémie commence, tout le monde va se retrouver à faire des physios, et là, d'un seul coup, chez Google et chez Microsoft, des gros boutons Meet et Teams apparaissent partout, ils te le poussent comme des sagouins, et c'est limite, ils ne te forcent pas à utiliser le produit. En fait, ça, c'est pas un respect de la libre concurrence des produits de vidéoconférence. Il y avait des boîtes dans le secteur de la vidéoconférence, et d'un seul coup, elles se font priver du marché auquel elles pouvaient accéder. Certes, on va pas pleurer sur les parts de marché de Zoom, ils vont bien, mais en fait, ils se sont fait léser dans cette opération-là. Ouais. Et c'est pas normal, en fait, que ça se produise parce que, en fait, d'abord parce que quand vous utilisez assez souvent Teams, vous vous rendez compte qu'il y avait certainement moyen de faire mieux, mais vraiment, c'est pas normal qu'Internet et que l'informatique soient pas un endroit dans lequel on puisse créer des bons business. Et donc, le self-preferencing, que ce soit sur le search, que ce soit sur la pub, ou les procès qui ont lieu en ce moment, où il y a une entente illégale de cartel entre Facebook et Google pour augmenter les prix de la pub, c'est inadmissible. En fait, c'est le consommateur final qui, à chaque fois, perd. Et donc, en fait, je pense que c'est important de faire respecter ces droits de la concurrence. Et le truc, c'est que c'est toujours assez compliqué, en fait. Les modèles sont toujours entre la loi et la technologie. Et donc, parfois, pour comprendre la distorsion de concurrence, il faut être assez versé dans les deux pour être capable de faire la pédagogie auprès des autorités de concurrence, qui peuvent être donc soit la Commission européenne, soit l'autorité de la concurrence en France. Où est-ce qu'est la distorsion de concurrence et pourquoi elle existe? Si on prend un truc comme les egress fees, donc les frais réseau sur les cloud computing, typiquement, on est en train d'expliquer, de faire la pédagogie autour de ce truc-là. C'est un truc qui est très technique, le réseau. Et en fait, le truc, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme tu payes... En fait, avant le réseau, tu payais la taille du tuyau qui arrivait chez toi. Traditionnellement, dans l'hébergement traditionnel, tu payes la taille du tuyau parce qu'il passe dedans la taille. Et après, tu fais passer ce que tu veux dedans. Là, chez Amazon, c'est Amazon qui a inventé ce truc-là et qui a été repris par l'ensemble des GAFAM, tu payes ce qui passe dedans. Tu ne sais pas quelle est la taille du tuyau, mais tu payes ce qui passe dedans. La conséquence, c'est que si tu mets ton système d'information entre deux clouds différents, eh ben en fait, ça te coûte une méta-fortune parce que ton système d'information, il se parle en interne beaucoup. Et donc, ça fait une primauté à rassembler l'ensemble des infrastructures dans un seul cloud, d'avoir un winner takes it all, ce qui en fait tue l'innovation, puisque en clair, ça veut dire que quand quelqu'un innove sur un seul segment de marché dans le cloud, en fait, il n'est pas utilisable par les grosses boîtes parce que les grosses boîtes, du coup, ont déjà tout chez un seul cloud et que du coup, les frais d'interco réseau font que c'est trop cher. Ça emprisonne le client, ça crée des situations de monopole. Et en fait, c'est hyper dommageable pour le marché, pour le client, et j'ai même envie de dire pour le fournisseur, même s'il facture comme un sagouin, en fait, c'est hyper dommageable pour lui parce que ça ne le met pas dans une dynamique positive de concurrence dans le marché. Et ça, en fait, typiquement, aller l'expliquer, c'est hyper compliqué. Parce que la première fois que vous expliquez ça à un légal, rien que cette notion de réseau et de qu'est-ce que c'est que l'interco, etc., les gens ont l'impression qu'Internet, en fait, est centralisé. Ils ont l'impression d'être connectés à Internet. Quand tu rentres dans la subtilité du pairing, tu rentres dans un autre monde, quoi. Donc voilà un peu le sujet. Ouais, je sais plus si c'était en 2022 ou 2021, la guerre entre Epic et Apple. Parce que c'est un sujet aussi d'Apple qui avait essayé de monopoliser une partie des revenus en considérant que c'était... c'est toujours ongoing. C'est toujours ongoing. C'est cette fameuse capacité des plateformes, donc GAFAM, et donc Apple en priorité, de dire, nous, on va capter 30% de tous les revenus qui sont faits sur nos devices. Et effectivement, le truc, c'est que tu peux pas être dans une autre marketplace. Ça veut dire que tu forces
ton client développeur à passer par toi, et donc tu crées une situation de monopole. Et tout l'enjeu d'Apple est de dire oui, mais il y a d'autres places d'applications de marché d'applications mobiles. Et en fait, là, l'idée est de dire oui, mais il n'y a pas d'autres places de marché d'applications iOS. Et voilà, et le procès est toujours en cours. Ce qui me fait penser, là, je rebondis entre ce que tu disais et ce que dit Mika dans le chat sur Twitch, quand tu expliquais que maintenant, du coup, on paye aussi le contenu de ce qui sort du tuyau. Ce qui est du coup aussi assez hallucinant, c'est de te dire que si tu as ton hébergement, par exemple, chez Amazon, du coup, tout ce qui sort de ton environnement va être facturé quand tu communiques avec d'autres API, même si ces mêmes API sont hébergées quasiment dans le même data center que toi chez Amazon. Toi, tu n'es pas à l'abri en fait, de faire appel à un service externe qui en fait est hébergé peut-être trois racks de serveurs à côté et on te facture le même prix que si c'était envoyé. Parce que, en fait, ce prix, il est complètement déconnecté de la réalité. Il n'existe que pour enfermer le consommateur. Et je pense que c'est une manœuvre délictueuse de non-respect du droit de la concurrence de la part d'Amazon que d'avoir créé ce modèle-là. Et ce que tu disais sur les data centers est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'en plus, dans la tête des gens, Amazon a tous ces data centers. Ce qui n'est pas vrai. À Paris, ils sont hébergés dans les mêmes data centers que nous. Mais c'est un truc qui me fait toujours triper. Quand je passe dans le CAC 40, les gens me disent oui, mais vous, Clever Cloud, jamais vous pourrez avoir des infrastructures du niveau de celles d'Amazon. Genre. Les mecs sont à 2 cages de moi, tu vois, dans le même DC. Okay. Je vois pas de quoi tu parles, tu vois. je pensais vraiment que même en Europe, ils avaient des infras propres, quoi. Non, en fait, un DC à remplir, c'est beaucoup de machines. Et donc, tu mets un long moment à avoir besoin de remplir un data center entier. Et donc, pour l'instant, ils achètent des mètres carrés souvent auprès de gens qui construisent des data centers, te louent 10 mètres carrés et te vendent de l'électricité de plus en plus cher. Par ailleurs. Et donc, en fait, non. En fait, à ce moment-là, ils font le même boulot que des gens comme moi, etc. Et c'est très drôle parce que c'est un data center dans lequel il y a Amazon, il y a Google et il y a Microsoft et nous et Orange. Et en fait, il y a tout le monde. Tu vois, moi, j'avoue, je suis effectivement très surpris de l'info. Parce que je pensais qu'en Europe, on avait quand même une taille de marché qui justifiait pour ces acteurs-là d'avoir un truc un peu dédié, quoi. Ouais, mais en fait, dans le cas présent, c'est un data center Equinix. Equinix, c'est une énorme boîte mondiale. Tu fais un deal mondial avec Equinix, tu tapes des mètres carrés à Equinix partout sur la planète. Tu te fais beaucoup moins chier. Et puis construire un DC, ça prend du temps. Faut de l'induction électrique, machin, tout ça. Enfin, c'est hyper chiant à faire. Je te dis pas qu'ils vont pas en construire. Moi, j'en sais rien. Je suis pas dans leur tête et je pense que ça finira par des data centers en propre. Mais aujourd'hui, c'est plus simple pour eux d'aller louer de la place dans des DC existants et de construire leur base de clients comme ça. Et aujourd'hui, la taille de ce qu'ils ont ferait un petit DC. Or, les DC, tu fais des économies et tu fais un bon DC quand il grossit. Il faut concentrer dans un DC. Donc aujourd'hui, ils ont plus de rentabilité et plus d'intérêt technique à être dans un gros DC, même s'il n'est pas intégralement... Ouais. Ce qui rejoint le fake it until you make it. C'est un peu ça, ils font semblant d'eux et en fait, il y a un moment, ils auront ce qu'il faut pour, mais en attendant, ils font genre, quoi. Ouais. Et en vrai, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Les Américains le font très bien. Et en France, quand tu le fais, tu t'es tapé dessus. Alors que, des fois, c'est la réalité. C'est qu'effectivement, ta chaîne de valeur industrielle, parce que les gens ne le voient pas souvent comme ça, mais le cloud est vraiment une chaîne de valeur industrielle. Il faut être capable de savoir à quand tu dois réinternaliser ou non une activité. Alors, le but de notre épisode traditionnel annuel, c'est de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé dans la tech sur l'année et de voir si on arrive à imaginer ce qui va se passer sur l'année à venir. Ce que je te propose comme premier sujet, c'est un peu le elephant in the room. On a Elon Musk qui fait des frasques sur Twitter depuis quelques mois. Si on se penche sur un aspect purement tech, c'est-à-dire que au-delà de est-ce que ce qu'il fait est bien ou pas, moi, il y a quand même un truc que je trouve remarquable, c'est qu'il a réussi à complètement bousculer une boîte qui était quand même une grosse boîte, qui avançait à un bon rythme, mais qui avançait quand même de manière un peu plus pépère qu'avant. Et il a réussi à tout chambouler et à faire bouger plein de trucs, bien ou mal, c'est un autre sujet. Mais tu vois, il a réussi à faire bouger plein de trucs. Toi qui, justement, cette année, a connu une expansion de Clever Cloud et qui a mis en place, comme tu disais tout à l'heure, du middle management et qui a structuré un peu cette équipe, qu'est-ce que tu penses, du coup, de voir à côté un gars qui détruit complètement des équipes? Je sais pas s'il est détruit ou s'il considérer que c'était une organisation qui ronronne. Enfin, qu'on soit très clair. J'ai pas envie de juger ou de ne pas juger les actions politiques ou les visions d'Elon Musk. Là, vraiment, concentrons-nous sur ce qu'il est en train de faire avec Twitter. Alors, il a sorti de la cotation une boîte à 44 milliards en la rachetant. Enfin,
toute chose étant égale par ailleurs, ça, c'est déjà un acte incroyable, et c'est un acte de foi de sa part de se dire, je vais emprunter de l'argent pour rendre rentable une boîte qui l'est que très moyennement, pour en faire quelque chose d'autre, parce que j'ai une vision, c'est ballsy, et réussir à se faire prêter autant de milliards pour mettre au point ce plan-là, je trouve ça personnel. Enfin, rien que ça, c'est quand même un sacré... C'est impressionnant. Après, il arrive avec des propos controversés dans une boîte dans laquelle c'était pas vraiment l'ambiance, dirons-nous. Il est évident qu'il y a des gens, la première chose qu'ils pensent, c'est comment on se casse, quoi. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que... Alors, j'ai vu beaucoup de gens pleurer sur les pauvres gens se font virer. Enfin, ça va, hein, c'est que des gens qui avaient un 6-digit salary ou 7-digit salary dans la vallée. Ils se font pas virer, ils prennent un package de départ. Enfin, ça va, pleurez pas sur les salariés Twitter, ils vont très bien. On n'a pas la même culture en France et aux États-Unis du fait de perdre son job. C'est plus facile de perdre son job aux États-Unis, c'est plus facile d'en trouver un aussi. Et c'est comme ça. Et je suis pas là pour juger ou etc. Mais faut pas regarder un licenciement américain avec les yeux et les lunettes d'un Français. C'est juste une mauvaise lecture. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui partent, notamment il y a des gens qui étaient très clés, le responsable de la Sécu, beaucoup de gens aux opérations, parce que il y a des ops pour faire tourner Twitter. Une fois que tu n'as plus les mecs qui gèrent les serveurs, je pense que c'est un peu moins drôle quand même. Donc là, ils ont été négociés avec des gens pour qu'ils restent et fassent la transition. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que comme tout ce que fait Musk, il fait ça skin in the game, quoi. C'est-à-dire qu'il se met sur le floor et il y va. Et il y a des photos qui circulent de lui en train de briefer des teams d'ingénieurs à 3h du matin, etc. On sent que ce qu'il fait, il le fait totalement, intégralement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner un meilleur Twitter ou un moins bon Twitter? Je ne sais pas. Mais je trouve pas que ce soit inintéressant. Je trouve que l'expérience est fascinante, avec le vrai terme de fascination, des fois par répulsion et des fois par émerveillement, et que par contre, ouais, ça secoue. Le moment où le Twitter Blue a été lancé de façon anarchique et c'est devenu un bordel absolu, on s'est quand même bien fendu la gueule, ça avait aucun sens. Et quelque part, ça remet un peu ce que Twitter a été au tout démarrage. J'étais au tout démarrage de la plateforme, quand on était que quand on organisait des Twunch et que le Twunch à Nantes, il y avait 20 personnes qui étaient les 20 utilisateurs de Twitter à Nantes, quoi. C'était ça. Qui était cette remise en cause permanente de comment on va retravailler la sociologie des réseaux sociaux et de comment on va repenser ça. Et il veut en faire un moyen de paiement. Clairement, il est en train de reprendre sa vieille idée de X.com en ayant beaucoup regardé ce qu'ont fait les Chinois de WeChat dans l'opération. Clairement, il est sur quelque chose. Après, il y a des choses qu'il veut faire qui sont, à mon avis... Je comprends pas que les DM étaient pas chiffrés chez Twitter, que c'était pas une messagerie chiffrée de bout en bout depuis genre longtemps, quoi. Par exemple, je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il arrive sur ce genre de choses. Donc, je pense qu'il veut refaire de Twitter l'identité du web que ça a longtemps été et que Twitter avait un peu perdu en restreignant ses API pour la pub. Et je pense qu'il veut essayer de rajouter des fonctionnalités et d'en faire une application plus complète. Je ne sais pas s'il va y arriver. Par contre, je trouve ça très intéressant qu'il le fasse. Je trouve ça intéressant à regarder. Je n'aimerais pas être nécessairement à l'intérieur parce que je pense que c'est très bizarre comme ambiance. Mais je pense que ce qui est en train de se passer est une crise dans une entreprise qui, comme d'habitude, va donner des opportunités. Je m'explique. Ça a mis énormément d'ingénieurs brillants en disponibilité sur le marché. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir voir une série de boîtes extrêmement pertinentes se créer à San Francisco parce qu'il y a une palanquée de personnages qui viennent d'être libérés sur le marché. Certains vont aller bosser dans d'autres groupes, d'autres vont créer des boîtes. Surtout que, comme tu le disais, c'est des mecs qui partent avec... des mecs ou des femmes qui partent avec des chèques assez importants. Ils ont de quoi vivre 2-3 ans sans trop se soucier de quoi que ce soit. Donc, ils peuvent effectivement se lancer dans un projet entrepreneurial easy. Ouais, avec des gens qui sont habitués à gérer des problématiques de data, de AI, très très fort, et qui du coup ont cette expérience-là, qui est une expérience rare à obtenir, et qui du coup d'un seul coup sont disponibles sur le marché. Donc notamment ce qui va probablement se passer dans le secteur base de données risque d'être extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant. Ça, c'est la première chose.
donc c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, c'est que ça libère des places en interne. Et donc, il y a des gens qui ne progressaient pas en interne, qui vont pouvoir travailler plus, se distinguer et monter en interne. Et donc, en fait, cette crise va probablement générer un certain nombre de gens brillants qui vont arriver avec des nouvelles idées. Et ça, c'est très intéressant pour tout le monde, en fait, dans l'histoire. Et donc, cette période de chaos qu'il est en train de semer, en fait, va probablement être productive pour un peu tout le monde, de bonnes choses au global, s'il arrive à pas flinguer la baraque à 44 milliards. Mais même s'il le fait, s'il arrive à flinguer une boîte à 44 milliards en quelques mois, enfin, rien que pour l'œuvre d'art conceptuelle que ça présuppose, enfin, Ce serait c'est incroyable, quoi. Et donc, je pense que, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont me trouver un peu gentil dans cette opération avec Musk, mais les gens qui aujourd'hui disent oui, mais il a racheté Twitter, il n'avait pas le droit, mais si vous n'aimez pas l'économie de marché et le fait qu'en fait un capitaliste puisse acheter un média, en faire ce qu'il veut, bah c'est ça en fait les règles du marché. Oui, c'est Jeff Bezos qui a racheté le Washington Post. En France, regardez qui possède les médias. Et pourquoi est-ce que les médias ont été si peu chers à acheter en France? Parce que quelqu'un leur a tapé leurs revenus. Et ce quelqu'un s'appelle Google. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. J'ai donné une conférence cette année à Cloud Nord, où je parle d'Open Internet Project, et notamment, il y a un moment, je balance un graphique où vous avez les revenus publicitaires de la presse aux US et les revenus publicitaires de Google. Et c'est pas compliqué, c'est une courbe qui fait ça, c'est un X. Donc le pognon, en fait, de la presse a été capté par Google. Et aujourd'hui, on te dit, il y a un problème dans l'information qui est la désinformation, et c'est un problème pour la démocratie. Et c'est la presse qui garantit la démocratie. Oui. Aller chercher l'argent auprès des gens qui l'auront pris, en fait. Et donc, oui, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves dans le premier cas où, d'habitude, un capitaine d'industrie qui avait envie d'être influent achetait un média. Et bien là, on a un capitaine d'industrie qui a envie d'être influent qui achète un réseau social, un nouveau média. Et oui, une plateforme de médias propre, quoi. Mais du coup, ça reboucle effectivement à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que avec l'Open Internet Project, tu allais justement chatouiller un peu les GAFAM sur cette notion de monopole. Là, avec ce que vient de faire Musk, alors effectivement, je suis d'accord, tour de force d'avoir acheté 44 milliards comme ça une boîte. Je suis d'accord sur le fait que sortir le badge, un nouveau badge en 10 jours, il a fait ça, en 15 jours. Enfin, c'est assez ouf de dire d'avoir réussi à faire un truc à cette ampleur-là aussi vite. Mais au final, avec le chaos qui s'en est suivi, qui était vraiment à se taper le cul par terre. Effectivement très drôle. Mais tu te retrouves aussi dans une situation où maintenant, tu as une entreprise qui est dirigée par un seul homme, quoi. Enfin, tu vois, on est au-delà du monopole. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a un mec qui décide d'un coup de réinstaurer des Donald Trump, des gens qui ont des propos plus ou moins acceptables. Enfin, tu vois, il a une espèce de... Oui, mais encore une fois, il est anglo-saxon et il vit aux États-Unis. C'est très amusant parce qu'en fait c'est une discussion qu'on a eue en interne de Clever Cloud il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant on va faire un code of conduct, on aimerait que tu imposes un code of conduct à l'intérieur de Clever qui dit qu'on n'a pas le droit d'être homophobe, qu'on n'a pas le droit d'être raciste, qu'on n'a pas le droit d'être nazi, machin, etc. si on bosse chez Clever. Et est-ce que tu es d'accord pour soutenir cette initiative? Je dis absolument pas. Pourquoi? Vous êtes en train de prendre un modèle d'entreprise américaine et de l'imposer à des boîtes européennes. Aujourd'hui, on est en France, tu n'as pas le droit d'être homophobe, tu n'as pas le droit d'être nazi, tu as le droit de l'être, tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de tenir des propos. Tu n'as pas le droit de faire l'apologie de crimes contre l'humanité, c'est interdit, en fait. Et donc, on va pas écrire un bout de papier qui vaut pot de zob, qu'on va signer, qui sera un torche-balle, et qui ne vaudra factuellement rien, alors que notre loi est déjà là. On se bat pour créer le cloud européen, soyons européens jusqu'au bout, on assume notre loi, et c'est la loi en fait chez nous qui garantit ça, et c'est une bonne chose. Donc non, on va pas le réécrire, ça n'a pas de sens. À mon humble avis, ça n'a pas de sens, et c'est même diminuer la portée de nos institutions que de penser que c'est le boulot du patron de l'écrire et de décider quel est le cantonnement politique de ses salariés. Enfin, ce serait aberrant que moi je décide quelle est la vision politique de mes salariés. Ce qui est en train de se produire en fait chez Twitter, hein, enfin, qu'on soit très clair. Quand il dit c'est vous prenez le package ou vous tirez, c'est ça en fait. Enfin, c'est en train de faire une épuration politique. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Et il y a une liberté d'expression chez eux qui est vue comme totale, c'est-à-dire que se balader avec des croix gammées sur soi, c'est possible. C'est autorisé, c'est légal. En France, tu ne peux pas te balader avec des croix gammées sur toi. C'est pas légal. On n'a pas la même conception.
Et donc, là-dedans, il dit au nom de quoi on décide qui a le droit de parler ou de ne pas parler. Ce en quoi je ne suis pas nécessairement choqué, il a effectivement aucun arsenal juridique aux États-Unis pour décider, ce qui veut dire que c'est la boîte qui décide ce qu'on doit dire ou ne pas dire, et c'est la boîte qui fait le rôle de censure. Et moi, j'avoue qu'une entreprise privée qui décide quelle est la censure, ça ne me met pas très, très, très à l'aise, même si je suis d'accord avec son modèle de censure. Parce que je trouve que c'est pas terrible, en fait, qu'une entreprise privée puisse décider du modèle de censure. Donc, lui, il dit, il n'y a plus de censure. En France, c'est pas pareil. Si Twitter était français et que je devais tenir Twitter, quelqu'un qui tiendrait des propos racistes ou nazis sur mon réseau social, je le bannirais au nom de l'application de la loi et du DMA et du DSA et de l'arsenal juridique européen. Pas au nom de moi, j'ai décidé que, au nom de la représentation du peuple élu a décidé que. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne suis pas nécessairement choqué par ça. Après, oui, c'est une boîte, donc c'est un bien mobilier, une entreprise, et il la possède, et donc il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est chez lui. C'est littéralement chez lui. Alors, du coup, je reviens sur l'Open Internet Project que tu as, où du coup, tu vas aller essayer de récupérer certaines choses vis-à-vis des grands acteurs américains ou sur des choses comme tu disais tout à l'heure. Donc, tu nous expliques qu'effectivement, qu'il y a une différence, il y a une distinction entre le cadre législatif en Europe et aux US. Est-ce que du coup, c'est pas encore plus difficile d'aller justement attaquer ces acteurs-là américains qui, eux, peuvent opérer dans un flou, mais dans une liberté en tout cas qui est plus grande que nous. Et toi, du coup, tu dois essayer de leur taper sur les doigts dans un contexte qui est du coup plus rigide, dont ils dépendent absolument pas, et alors que eux, du coup, ils sont un peu dans le Grand Ouest américain. Ils en dépendent, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre. Ce qui est un autre truc. Quand Google sait qu'il viole la loi sur le self-preferencing de search sur Android, donc là, quand il met du Google sur Android par défaut à tous les utilisateurs, tu ne me feras pas croire que les legals de Google ne sont pas au courant que c'est parfaitement illégal, que c'est du self-preferencing et qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est juste qu'ils savent qu'ils vont se taper 8 ans de procès, que pendant 8 ans, ils vont affermir leur position et détruire le marché tranquillement de la recherche sur mobile, et qu'au bout de 8 ans, on va leur coller une amende. Alors c'est très impressionnant, hein, et Margaret Vestager adore sortir un communiqué de presse disant « Je viens de coller 4,6 milliards à Google, rendez-vous compte ». Les 4,6 milliards, Google, ils peuvent les payer cette année 18 fois sans même commencer à attaquer les bénéfices. Ils seraient toujours rentables. Moi, j'appelle ça faire de la provision sur fraude. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là savent très bien qu'ils vont violer la loi et ils font une provision dans les comptes pour quand ils vont devoir payer, parce que pour finir, c'est pas cher. Et c'est là où, justement, parfois la loi européenne est moins bien construite que la loi américaine. La loi sur l'antitrust aux États-Unis dit que tu n'as pas le droit de créer une situation de monopole, mais tu n'as pas non plus le droit de vouloir créer une situation de monopole. La simple intention démontrée de ta part de créer une situation de monopole est attaquable. En Europe, il faut créer la situation de monopole, et après on te condamne et on détruit le monopole, ce qui prend une éternité. C'est très compliqué de détruire un monopole, même quand tu as toutes les manettes pour le faire. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème dans la loi. La deuxième chose, c'est que autant en France, quand on fait ce qu'on appelle des mesures conservatoires, on est capable d'en faire, autant en Europe, on n'est pas capable d'en faire. Donc les mesures conservatoires, c'est quoi? C'est quand tu dis, il y a telle pratique, elle est problématique, elle attaque le marché, il y a un dommage imminent pour le marché. Donc littéralement, les boutons qui apparaissent du jour au lendemain de vidéoconferencing, c'est imminent sur le marché. Tu lances un procès, t'es parti pour 50 procès. Pendant ce temps-là, le marché se fait détruire. Et c'est ce qui nous arrive à chaque fois. On obtient des condamnations surtout. La première grosse condamnation de l'Open Internet Project, je venais d'être élu président, c'était sur Google Shopping. Toutes les boîtes étaient cannées. Toutes les boîtes qui ont lancé la procédure avec nous étaient mortes. Donc on n'a que des condamnations à titre posthume. Parce qu'en fait, le temps légal et le temps business n'ont rien à voir. Et donc du coup, les mesures conservatoires, c'est quoi? C'est le moment où tu dis l'autorité de la concurrence prononce un jugement conservatoire qui dit cette pratique nous semble mauvaise, elle va être envoyée dans un jugement au fond, mais en attendant, si l'acteur continue à le faire, ça va lui coûter 10 millions par jour d'astreinte. Et c'est comme ça qu'on crée une mesure qui permet de dire, genre, on arrête tout de suite. Ça, en France, c'est possible à faire parce qu'on peut créer une mesure conservatoire s'il y a un dommage imminent sur le marché. En Europe, c'est
imminent et irrémédiable sur le marché, irréparable. Le truc, c'est que tu peux pas prouver qu'un dommage est irréparable parce qu'il suffit que tu mettes 50 milliards sur l'opération et tu répares le marché. Et donc, on ne peut pas, depuis 2003, qui est la date du règlement européen, on ne peut pas faire de mesures conservatoires en Europe. Et donc, cette année, donc, dans le DMA, on avait fait passer un amendement qui a été supprimé par la Commission. C'était au moment où ils ont magnifiquement négocié ce fameux deal pétrole contre data, gaz contre data avec les Américains. DMA, juste pour que tout le monde soit clair, c'est le Data Market, Digital Market Act. Qui est le réglementaire européen autour du marché de la régulation d'Internet, avec des très bonnes choses dedans. Mais on s'est fait décaniller le truc, et là, on est parti pour lutter encore une fois, pour virer en fait le terme d'irréparable au marché, pour pouvoir redonner à la Cour européenne de justice et à la Commission sa capacité de régulation du marché de la compétition en Europe, parce qu'aujourd'hui, on a un problème là-dessus. Ouais. Alors, c'est peut-être que j'étais trop jeune à l'époque, mais moi, il me semble que... Parce que c'est Windows qui s'était fait épingler avec la prédominance d'IE dans les ordinateurs. Oui. Ils se sont fait épingler plus vite que ça, il me semble, par rapport à Android qui se fait... Ah oui, mais c'est parce que depuis, ils sont devenus bons à faire traîner les procédures. Mais pareil, ça a été un procès, ça n'a pas été une astreinte, ça n'a pas été une mesure conservatoire. Pour l'instant, on n'a pas de mesure conservatoire en Europe, et nous, on se bat à l'Open Internet Project pour en avoir. Et c'est un combat qui fait que de plus en plus de gens nous rejoignent. Donc, OVH a rejoint l'Open Internet Project, Scaleway a rejoint l'Open Internet Project. On a des membres qui arrivent toutes les semaines, et on va couvrir de plus en plus de sujets différents en disant... Les entreprises européennes ont aujourd'hui besoin du soutien de la puissance publique pour avoir le droit de faire un marché libre dans la concurrence européenne. Et est-ce que du coup, ces acteurs européens qui vont du coup réussir enfin à prendre un petit peu plus de place, est-ce que dans ce contexte-là européen, est-ce qu'ils ont une position, une carte à jouer, un avenir possible dans une échelle mondiale, ou encore une fois, ils seront toujours face à des acteurs qui, eux, ont des contraintes très différentes, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché chinois, qui sont du coup des marchés régulés de manière extrêmement différente. Tu vois, ça fait quand même 3 environnements très différents. Est-ce que du coup, tu peux réussir facilement à te placer par rapport à ces gens-là, ou au final, tu restes cantonné à un marché européen? Non, tu peux te placer. En fait, le plus gros problème des entreprises européennes, c'est que le marché européen n'est pas très bien unifié. En fait, quand tu commences sur le marché américain ou que tu commences sur le marché chinois, tu as un nombre de consommateurs de base qui est énorme. Alors que sur le marché européen, pour aller taper tes consommateurs, c'est l'enfer. Et c'est pour ça qu'après, ils les attaquent une fois qu'ils ont bien chopé leur marché, parce qu'ils ont du coup les ressources d'aller attaquer les sous-marchés européens, en fait. Parce qu'en fait, ça s'attaque sous-marché par sous-marché. Oui, parce que le marché français, le marché allemand, le marché italien, c'est des pratiques qui n'ont rien à voir. C'est très différent, en fait, comme environnement. En fait, petit à petit, on est en train d'unifier les pratiques, notamment réglementaires ou contractuelles. Mais ça prend du temps, la convergence. Et de 2, effectivement, tu as les barrières de langue, tu as les barrières culturelles, tu as des barrières de structuration de marché qui fait que ça ne fonctionne pas pareil. Puis après, tu as des dominances d'acteurs différents dans les marchés. Donc effectivement, c'est le plus gros problème qu'ont les Européens. Par contre, les Européens, ils n'ont pas la même culture, ils ne font pas les mêmes produits, et donc des fois, ils font des meilleurs produits. Moi, je suis intimement persuadé que le produit de plateforme as a service qu'on fournit chez Clever Cloud est un bien meilleur produit que l'équivalent que vous aurez chez Amazon ou chez Google nous concernant, parce qu'en fait, il est bien mieux construit. Et donc, en fait, on a des opportunités. C'est pour ça que nous, on fait du business avec plus d'une centaine de pays dans le monde. Par contre, il faut réussir à se porter. Et c'est vrai que le démarrage, d'avoir des petits marchés au démarrage, c'est compliqué. Après, on a un deuxième problème qui est, lui, très culturel et très français, qui est que de base, les Français pensent que la technologie française, c'est de la merde. Ils aiment ni notre technologie, ni notre industrie. Alors qu'on a une industrie incroyable. Et moi, je l'ai vu quand on a fait Maker, ça a été la révélation de la qualité des gens qui travaillent dans l'industrie française et de combien ils sont impressionnants. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en technologie, on a beaucoup de très bons. Et c'est pour ça qu'il y a des centres de R&D de tous les GAFAM sur notre territoire, avec énormément d'ingénieurs qui bossent dedans. C'est parce qu'on a une des meilleures filières de formation d'ingénieurs en dev. Et que du coup, on a de la matière première pour faire les meilleures boîtes. Et ça, en fait, on pourrait le faire. Et donc, c'est pour ça que je pousse souvent en disant, mais attendez, on peut faire. Et c'est pour ça que je pousse aussi les développeurs à faire des fois d'autres boulots. Et c'est tout l'enjeu de la conf que je donnais à Claude Nord, en disant,
Mais enfin, soyez les chefs d'entreprise. Moi, très souvent, j'ai cette discussion avec des gens qui me disent oui, pourquoi tu continues à gérer la boîte, tu pourrais devenir directeur technique et on mettrait un vrai CEO à ta place. Mais c'est une erreur stratégique, statistique absolue. Le seul point commun que vous allez avoir avec un Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt, Elon Musk, Steve Jobs, Wozniak, Zuckerberg, en fait, tous les dirigeants de GAFAM, sans aucune exception, Jeff Bezos, ce sont des ingénieurs. Ce sont tous des techs. Il me semble que, alors peut-être à vérifier, mais j'ai pas l'info là de tête, mais Steve Ballmer, je crois qu'il était plutôt école de commerce, lui, non? Alors, je crois pas qu'il était ingénieur. Ballmer, je ne me souviens plus s'il était ingénieur ou pas, mais il dirigeait pas Microsoft avant. Oui, bien sûr. Enfin, la boîte avait 20 ans, tu vois. C'est Bill Gates qui dirigeait Microsoft, et Bill Gates, pour le coup, c'est complètement un nerd. Donc vraiment, je pense que il y a ce point-là, c'est ingénieur français, entreprenez. Soyez aussi les personnes capables de comprendre. Parce que des fois, quand on est un ingénieur, on voit pas les choses pareilles parce que c'est pas la même chose qui nous préoccupe. Je sais pas si je vous ai déjà fait le coup du disque dur 1 pouce 8 et de Steve Jobs. De rien. Steve Jobs fait la tournée de ses constructeurs de pièces détachées, enfin de ses fournisseurs en Asie, et Hitachi, si c'est bien Hitachi, il me semble que c'est Hitachi, met sur la table le disque dur 1 pouce 8 tournant là, en disant nous on a conçu ça cette année, ça va sortir, c'est génial. Steve Jobs le prend, regarde la tech sheet, regarde combien ça consomme en électricité, machin, joue un peu avec et dit je prends l'exclusivité dessus. Je prends tous les disques durs 1 pouce 8. C'est pour ça que les 1 pouce 8 en fait ont jamais vraiment percé dans le marché. Parce que pendant je sais plus 3 ans ou 5 ans, tous les 1 pouce 8 étaient nécessairement vendus à Apple. Je prends l'exclusivité dessus, donc ça coûte une métaburne, et donc je prends l'exclusivité sur les disques durs 1 pouce 8. Ils sortent du meeting, les gens de Apple se tournent vers Steve Jobs en disant mais pourquoi on achète aussi cher l'exclusivité sur le 1 pouce 8? Enfin, c'est très cool, nos ordinateurs portables seront un peu plus petits, un peu plus légers, mais quand même là il y a pour cher. Et Steve Jobs il regarde, on s'en fout complètement des ordinateurs portables. On va changer le monde de la musique. Parce qu'en fait, il est capable de comprendre à ce moment-là que là, le disque dur, c'était la seule pièce qui lui manquait pour faire l'iPod classique. Parce que c'est avant tout un très bon électronicien. Et souvent, les gens voient que le génie marketing de Steve Jobs. C'est un mec qui codait des jeux vidéo en soudant des morceaux sur un PCB. Pas un mauvais électronicien. Donc, c'est vraiment ce moment-là où, en fait, c'est pour ça que des fois, sur une entreprise technologique, je pense que c'est une bonne chose si on a des dirigeants qui sont d'un background technique. Et en même temps, moi, je trouve que l'histoire de Sergey Brin et de Larry Page, d'avoir décidé assez vite d'embarquer Eric Schmidt pour faire exploser Google, c'était une bonne logique de se dire. Eric Schmidt, il sort de Berkeley et il écrivait du code. Il a un doctorat en computer science. Ils ont recruté quelqu'un de plus vieux. Ils n'ont pas recruté un commercial. C'était juste un senior. Mais ils ont recruté un gestionnaire. C'est-à-dire que je pense que... Non, ça c'est une mauvaise lecture. La réelle histoire, quand tu lis l'histoire à l'époque, ils ont été recrutés un senior qui se trouvait être un très bon ingénieur, qui se trouvait savoir faire de la gestion, qui se trouvait, etc. Mais ils ont juste été recrutés quelqu'un qui avait 20 ans de plus qu'eux, un grand background, et qui était capable de faire les choses à la bonne façon. Mais ils n'ont pas été recrutés un commercial. Oui, non. Bon, après, moi, je suis d'accord sur le discours de dire qu'effectivement, faut qu'il y ait plus d'ingénieurs qui entreprennent. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir une connaissance technique, ça permet aussi d'avoir, comme tu racontes cette histoire avec Steve Jobs, tu as aussi une vision qui est plus complète et tu arrives à voir des choses que c'est Ford qui disait que si on avait demandé l'avis aux gens de ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides. Il faut connaître son métier pour savoir bouger dedans, quoi. Exactement. Je vous fais une petite séance d'ASMR aussi en même temps. Alors du coup, on parle d'entrepreneuriat, on parle effectivement de Sergey et Larry qui ont recruté Eric, pardon. Du coup, je me permets de faire une transition télégénique ou radiophonique, je ne sais pas. Il y a eu aussi en 2022, il y a eu une grosse tendance, il y a eu beaucoup de licenciements dans le monde de la tech, ce qui est assez nouveau dans le monde de la tech, qui a quand même connu une explosion en termes de recrutement de manière quasi infinie, quasi limitée depuis les années 60. Donc pour la première fois, il y a une espèce de, peut-être pas une récession, parce qu'on n'est peut-être pas encore là, mais il y a quand même déjà beaucoup de départs qui ont eu lieu. Il y a une correction. Une correction.
Ouais. Moi j'ai pas la même vision de gens qui disent c'est la fin de la fin, on a licencié tout le monde dans la tech. Il n'y a pas eu de licenciement si massif que ça. En fait, pendant les années Covid, il y a eu de tels recrutements, c'était tellement bourrin. Ils ont recruté mais tellement fort qu'à un moment, ils ont fait beaucoup d'erreurs de recrutement. Ils ont probablement aussi un peu chargé la barque dans les balance sheets et les revenus n'ont pas nécessairement suivi. Et donc là, ils corrigent. Et c'est très bien. C'est très bien parce que le marché complètement asséché de la tech avec plus un seul profil, c'était pénible pour tout le monde. Là, ça va redonner de la vie et tout le monde va retrouver du boulot. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'unemployment chez nous, quoi. Enfin, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont commencé par dire qu'ils arrêtaient de recruter. Il y a même... je crois que c'est Coinbase qui avait même mis fin à toutes les arrivées qui étaient déjà programmées, les gens qui avaient signé un contrat, qui avaient commencé à démissionner de leur ancien job et compagnie. Ils ont annulé toutes les arrivées. Et là, du coup, il y en a qui commencent aussi à licencier. On a vu avec Facebook, Twitter, de manière assez massive, et même Google, s'y est mis. Tu vois, on a quand même l'impression qu'il y a moins de postes ouverts aujourd'hui dans le monde du dev. Si tu parles aujourd'hui avec les recruteurs tech, ça va. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème de chômage massif dans la tech. Hein. Oui, encore une fois, il y a eu un peu de correction chez ces boîtes-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. Et en plus, ça remet des profils sur le marché, ce qui est une bonne chose. Pour moi, c'est très épiphénomène. Ils ont vraiment bourriné pendant les années Covid, ils ont vraiment fait n'importe quoi, et là, ils corrigent. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est l'emploi de ce terme de correction. Je trouve ça intéressant. Donc, quand on commençait à discuter avant d'appuyer sur enregistrer pour préparer ce qu'on allait essayer de dire pendant cet épisode, tu m'évoquais le fait que en 2022, au final, on n'a pas eu de nouveau framework JS qui a explosé. On n'a pas eu une nouvelle techno base de données qui est arrivée. Là, on évoque le fait qu'il y a plein d'ingénieurs qui sont mis à la porte. Tu évoques du coup une correction. Est-ce qu'au final, 2022, dans le monde de la tech, ça n'a pas été effectivement une espèce de grand OK, en fait, on a fait un peu n'importe quoi les années d'avant. Notamment, tu vois, on parlait des frameworks JS. Le nombre de frameworks JS qui sont sortis dans les 7 dernières années est quand même assez hallucinant. Est-ce que tu vois, c'est pas une espèce de dire, OK, en fait, on s'est bien amusé. Là, on revient à un truc un petit peu normal. Et puis en 2023, on reprendra sur une courbe un peu plus rationnelle. Je sais pas, ou alors c'est peut-être aussi des écosystèmes qui sont en train de se stabiliser, tu vois. Les bases de données, à un moment, il y avait une sortie de nouvelle base de données toutes les 3 jours, quoi. Là, ça se stabilise avec des bases de données qui s'inscrivent dans la durée, qui font leur boulot. Les frameworks JS, il y a eu un moment où tout le monde a sorti son framework, ça s'est mis à pulluler. J'ai l'impression que ça se stabilise aujourd'hui autour de différents écosystèmes. T'as l'écosystème React, l'écosystème Angular, l'écosystème machin, l'écosystème plus Vanilla. Nous, on est très web component Vanilla chez Clever. Mais c'est des écosystèmes qui se structurent et après, les choses viennent s'agréger autour et se structurer. Et je pense qu'en fait, c'est des moments de maturité différents dans la tech et dans un marché. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on y arrive dans certains marchés où en fait, la partie où on lance plein de trucs, en fait, c'est chiant, quoi. Sur les recrutements massifs qu'il y a eu pendant la période de Covid, on me signale dans le chat qu'effectivement, pendant les années Covid, il y a eu beaucoup de recrutements en full remote qui ont du coup permis de recruter des gens qui étaient dans des provinces, dans des pays très éloignés du siège social, on va dire, de l'entreprise qui recrutait. Est-ce que ce serait pas ça aussi qui aura fait ils ont pu recruter beaucoup, ça que quand un Twitter qui est habitué à payer ses ingénieurs 300, 400 ou 500 000 $ par an se retrouve à pouvoir contacter un développeur en Inde, en Corrèze, et lui dire, en fait, juste je te paye 5 000 $ par mois, et tu vois, le ratio est... Je pense que là, toutes les boîtes l'ont vu, hein, mais le prix des gens avait beaucoup augmenté. Ça a été très cher pour tout le monde de traiter le sujet, parce que eux, ils avaient l'impression de faire... C'est comme l'arrivée d'une LGV dans une ville de province. T'as les Parisiens qui débarquent et qui te disent non, c'est pas cher, et en fait, ils te font monter le prix de l'immobilier de 30%, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé effectivement pendant le Covid. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va pas revenir en arrière dans le sens où le télétravail, et notamment dans la tech, est là pour vraiment s'imposer et durer. C'est devenu de facto le nouveau standard d'organisation de nos organisations techniques aujourd'hui. Aujourd'hui, aller proposer des postes sans télétravail, c'est compliqué, quoi. Pour revenir du coup à la partie plus dev,
Il y a eu aussi en 2022, on a eu GPT-3 avec DALL-E qui a fait un espèce de grand coup d'éclat. C'est quand même assez hallucinant comme techno. Il y a GitHub et donc Microsoft qui l'a utilisé avec Copilot. Moi, je fais de plus en plus de no-code. Tu vois, entre Copilot et le no-code, du coup, est-ce que le monde du dev, est-ce que le dev en tant que tel est aussi amené à se réduire? Non, je pense pas. En fait, pour moi, c'est ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a des meilleurs outils. Donc, on a des meilleurs outils pour faire des tests, on a des meilleurs outils pour écrire plus vite. Copilot, je suis pas un grand fan de Copilot. Puis alors, le bordel de sécurité que ça a été, ce truc-là. Et puis, j'ai vraiment l'impression que c'est un produit qui a été fait par une bande de gamins. Parce qu'en fait, ils ont quand même pris tout le code, y compris le privé. Enfin, il y a eu des choses très dangereuses quand même. Enfin, de fait, par Copilot, ils ont vraiment déconné, je pense, sur la gestion de ce projet-là. Mais au global, je pense que c'est juste des nouveaux outils, en fait, qui sont en train d'arriver, qui vont permettre aux développeurs d'être plus efficaces et plus rapides. Mais pour moi, ça ne va en rien supprimer le fait qu'il y a énormément encore d'usages qu'il faut qu'on automatise, énormément d'industries, énormément de métiers, énormément de choses sur lesquelles l'automatisation et la systématisation d'un certain nombre de choses sont importantes et qu'aujourd'hui on les fait pas. Et sur GPT-3, alors c'est un joli proto sur DALL-E surtout, c'est assez impressionnant comme produit. Mais c'est vrai qu'en termes d'usage, on n'est pas sur un. Enfin, je vois pas DALL-E changer le monde en tant que tel. Toi, qu'est-ce que tu vois comme utilisation avec GPT-3 qui pourrait vraiment du coup amener une transformation, soit peut-être pas de l'humanité, mais tu vois ce que je veux dire, des transformations profondes de nos usages ou de nos métiers dans le monde de la tech? Alors c'est assez amusant parce que j'ai fait un Startup Weekend il y a 15 jours où littéralement j'ai mis du GPT-3 dedans, donc où je m'en sers pour réécrire certains emails. Parce que c'est un truc d'automatisation, c'est un truc qui s'appelle Relief pour un Ninja, qui est une sorte d'organisation de tes to-do list, tes emails, etc. En utilisant de l'AI. Je pense que l'arrivée de choses comme GPT-3 ou tous les trucs aussi qui sont arrivés qui permettent de dessiner des images ou de générer des images, c'est un truc incroyable pour le marketing où tu dis j'aurais besoin de ça, 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 et là bam, t'as une image. En fait, on est en train d'assister au fait que l'intelligence artificielle n'est plus un objet de recherche, mais un objet utile. Et donc ça devient un outil qui est utilisable, et pas seulement par des experts en intelligence artificielle, mais par des utilisateurs finaux, même si les utilisateurs finaux peuvent être des développeurs dans le cas présent. Et tu vois, tu peux aujourd'hui faire écrire des choses pertinentes à GPT-3 n'est pas très compliqué pour un développeur sans aucune spécialisation machine learning, en fait. Là où pendant longtemps, les capacités à faire du machine learning étaient des capacités de machine learning. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, à ce moment-là, voir les choses comme ça. C'est qu'en fait, la démocratisation et la maturité des outils de l'intelligence artificielle vont permettre de réellement aller aux usages suivants pour l'utilisateur, et c'est une bonne chose. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se produire. C'est qu'en fait, on est en train de réellement commencer à tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle. Et donc, ça nous donne un premier aperçu de ce à quoi ça va ressembler. J'aime bien cette idée que l'IA devient enfin utile, parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'environnements où on l'utilise aussi de manière quotidienne sans presque le savoir. Tu vois, tu as les enceintes connectées. Tu vois, le OK Google, on l'utilise assez souvent au final pour savoir un peu, avoir la réponse à une question qu'on se pose quand tu es autour de la table, espèce de, tu vois, OK Google, quel est le nombre de je ne sais pas quoi. Peut-être pas les voitures autonomes, parce qu'on sait que ça n'a pas fonctionné aussi bien que ce qu'on pouvait espérer il y a quelques années, mais tu vois, il y a quand même l'IA, elle est quand même déjà utile dans Amazon pour ses livraisons, qui l'utilisent énormément, vous avez préparation de package, enfin tu vois, il y a une espèce de... Ouais, mais c'est ça, en fait, on est en train de commencer à tirer les fruits de ça. Ouais. Et pour moi, sauf que si tu veux, il y a les end usage où pour en faire un usage, il fallait quand même avoir quelques ingénieurs spécialisés IA. Et là, on commence à avoir des outils où en fait, on peut les mettre entre les mains de n'importe quel développeur et ça se passera très bien. Et pas que de développeurs, parce que du coup, maintenant, tu as des artistes, des gens qui du coup sont artistes, parce qu'en fait, ils savent taper la bonne requête dans GPT-3 pour obtenir l'image qu'ils veulent. Et du coup, tu vois, il y a effectivement un travail artistique. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que, je sais pas, tu sais, enfin, moi, sur mon avis, tu le sais, tu sais, maintenant, tu as je crois que c'est Microsoft qui fait ça aussi, des systèmes qui te permettent de lire un article, d'avoir une version audio d'un article que tu as écrit. Ils utilisent la ponctuation, les différents, le langage qui est utilisé pour gérer les inflexions, tu vas avoir un rythme qui soit vraiment humain. Donc c'est vraiment bien foutu. Donc t'as pas l'impression que c'est un robot qui lit.
Et donc maintenant, tu as des journalistes qui vont adapter la façon dont ils écrivent l'article, qui vont adapter leur ponctuation pour faire en sorte qu'à la lecture automatique, il y ait un rendu particulier. Tu vois ce que je veux dire ? Ils arrivent en fait à jouer avec l'outil ouais. pour en donner quelque chose, quoi. C'est toujours ça qui se produit quand tu commences à avoir des outils, en fait. Ils vont nécessairement déformer l'usage et changer la façon dont les choses sont faites. Mais c'est pas nécessairement dérangeant. Moi, je trouve que c'est intéressant et c'est l'histoire des évolutions techniques, en fait. Attends, je regarde juste les messages dans le chat. Donc ça, ok. Tant qu'on en est du coup aussi à parler de GPT-3, de cette notion d'avenir, il y a aussi forcément quelque chose qui explose beaucoup dernièrement. C'est tout ce qui est Web3, métaverse, NFT et compagnie. Nous, on a fait pas mal de NFT chez Cosa Vostra. Cette année, des projets en NFT avec des grandes boîtes qui ont essayé de s'essayer à ce monde-là. C'est quoi, toi, ta perception de Facebook qui investit massivement? Ils ont encore sorti un nouveau casque, cette fois AR, VR, pour faire beaucoup de choses. Est-ce que pour toi, on en a déjà parlé, je crois, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Comment est-ce que tu vois tous ces trucs-là évoluer? Pour moi, il y a 2 choses différentes. Il y a l'idée du métavers qui est une idée très sci-fi, en fait, tu vois, de se dire on va créer Ready Player One, quoi, tu vois. Ou on va recréer Second Life. Ouais. D'ailleurs, pour l'instant, ça ressemble plus à un Second Life où t'aurais pas de jambes qu'autre chose. Qui pour moi est une espèce de fantasme. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce fantasme-là et j'ai du mal à comprendre comment il deviendra une réalité. Mais quand on voit la quantité d'argent qui est investi, tu vois, Facebook Meta, ils mettent quand même le paquet dans ce projet. Donc je trouve ça assez ouf de se dire que, tu vois, moi je partage ton avis. J'ai du mal à voir en fait l'usage qu'il va y avoir pour le grand public de ces trucs-là. Et pourtant, Meta, il enchaîne milliard après milliard sur le sujet, quoi. Est-ce qu'il voit quelque chose que nous on voit pas? Ouais, en fait, ils sont convaincus par leur vision. Mais très bien, très bien. J'ai quand même du mal, moi, à y voir quelque chose qui sera agréable à utiliser et que les gens ont envie d'utiliser. Pour l'instant, j'ai du mal à y voir ça. Et après, il y a la question des technologies immersives où les casques s'améliorent, mais très franchement, c'est encore pas fin. C'est fatigant, c'est un usage qui est... Enfin, je trouve pas que l'usage se fasse 12 heures par jour peinard, quoi. Enfin, pour moi, c'est un usage qui est encore très lourd, quoi, sur les gens. Et donc, je pense que sur les technologies immersives, en fait, on n'en est qu'au démarrage et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire pour que ce soit agréable. Donc, une fois qu'on a dit ça sur le métaverse, c'est un super buzzword. C'est-à-dire qu'en plus, tu as une capacité à créer des news autour du métaverse, en veux-tu, en voilà, parce que tu pourras faire le premier X dans le métaverse genre 2000 fois, ou alors la reproduction de tel truc dans le métaverse pour la première fois. Enfin, c'est une très très bonne machine à envoyer des communiqués de presse, plus ou moins rigolo. Mais en fait, pour l'instant, je ne vois pas tellement bien sa matérialité se faire. Ouais. Après, je suis peut-être complètement tort, et en fait, dans 20 ans, on sera dans Ready Player One, et je m'en serais pas rendu compte, et voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore la technologie, parce que là, je trouve que les technologies immersives sont encore trop pataudes pour que ce soit réellement agréable à utiliser. Et pour l'instant, je trouve que la totalité de l'opération Metaverse manque un peu de purpose pour fonctionner, tu vois, d'objectif, de réalité, de vie, du pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi. Et donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit... voilà, je suis pas sûr du truc. Après, en ce moment, ils font plein de pubs pour essayer de t'expliquer, notamment dans les podcasts, pour essayer de t'expliquer comment le métaverse va sauver le monde. Là, ils te disent, oui, les médecins vont pouvoir s'entraîner dans le métaverse. Enfin, les médecins, ils ont déjà des plateformes de simulation, en fait. Enfin, je vois pas pourquoi on irait tous coller dans un seul système, tout. Et pour moi, ça correspond plutôt à un fantasme chez Facebook, qui est qu'en fait, Meta, ils ont un problème, c'est qu'ils ne possèdent pas d'OS. Et donc, en fait, à un moment, ils sont toujours l'invité de Microsoft, de Apple, etc., chez eux, en fait. Et je pense qu'ils veulent
leur OS, ils veulent leur plateforme, ils veulent leur en dessous, et c'est l'idée qu'ils ont eue pour dire on va créer notre couche basse. Est-ce que c'est pas aussi la preuve que si on rebook avec ce qu'on disait plus haut, que quand tu laisses les ingénieurs à la tête d'une entreprise, tu peux avoir quand même des fantasmes de nerd, et que du coup c'est peut-être juste Mark Zuckerberg qui a juste kiffé Ready Player One et qui veut du coup réussir à se créer son truc, quoi. Il n'est pas impossible que ça puisse effectivement être une partie de la réponse. Ouais. Du coup, tu disais que donc, Facebook a envie d'avoir sa couche basse. Donc, allons-y, on est descendu d'une couche pour Facebook. Est-ce que si on descend encore d'une couche, il y a eu aussi un vrai sujet en 2022 avec la sortie du M1X et du M1 Pro. Donc, il y a quand même un nouveau fabricant de processeurs qui est sérieux dans le game depuis maintenant 2 ans. Toi qui du coup est avec l'Evercloud est quand même très proche aussi des aspects matériels. Quelle vision tu as de ce nouvel acteur dans le... Ce qu'a fait Apple autour des puces M1, puis les M1 Pro et les M1 Max, c'est impressionnant. Enfin, c'est des puces qui sont extrêmement impressionnantes à l'usage, une très faible consommation, une très très bonne rapidité. Évidemment, ils te font un software qui est hyper bien packagé avec, donc c'est magnifique. C'est impressionnant. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met dedans, tu vois? On a... En fait, ils ont réussi à transformer leur chaîne industrielle. Donc, ils font graver ça par TSMC, et ils font des puces, et les puces, ils les mettent dans les Mac Retina, dans les iPads, dans les iMac, dans les... en fait, ils ne changent que la coque autour. Donc, d'un pur point de vue industriel, ce qu'ils ont fait, c'est quand même absolument génial, quoi. C'est brillantissime. Maintenant, ils ont réussi ensuite à faire de ce standard-là un standard très vite. Enfin, tu vois, il y a très peu d'emmerdes avec les Mac M1, ça se passe bien, alors que c'est une nouvelle architecture processeur. Donc à ce moment-là, ils ont rouvert en fait le marché des architectures processeurs en disant en fait, on peut les ouvrir. Donc moi, je trouve que c'est très impressionnant, et je me souviens que l'an dernier, j'en avais pas mal parlé en disant que je trouvais que c'était très, très prometteur, et je pense qu'ils ont clairement prouvé qu'ils tenaient leurs promesses cette année sur le sujet. Alors après, comment... donc le M2 est encore plus performant cette année, soit. Est-ce qu'ils vont continuer avec les mêmes chiffres d'augmentation de performance? À un moment, ils vont tomber sur des vrais problèmes techniques, mais c'est pas grave. Et par contre, ils avancent bien. Ce qui est intéressant par contre à voir, c'est la situation dans laquelle ça place la géopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Mac M1, ils sortent à un moment de Taïwan. Parce que les puces, elles sont gravées par TSMC à Taïwan. Et ce qui fait que dans la situation actuelle de Taïwan et la tension totale avec la Chine, là, Taïwan vient d'annoncer qu'ils allaient construire une grosse usine au Texas de production de semi-conducteurs pour être capable de faire le 4 nanomètres au Texas. Parce qu'en fait, à un moment donné, les États-Unis disent à Taïwan, vous êtes sympa, mais comment on fait le jour où la Chine attaque, comment on fait? Parce que là, dans la situation actuelle, on est obligé de prendre des armes et d'attaquer nous aussi. Et est-ce qu'on a vraiment envie de voir un conflit États-Unis-Chine? Pas sûr. Si on pouvait se l'épargner, moi, ça m'irait. Et donc je pense qu'il y a un marché aujourd'hui dans le semi-conducteur qui est très intéressant. Samsung essaye désespérément de remonter face à TSMC. Intel a lancé des gros travaux, notamment de production en Europe de semi-conducteurs avec IDM2. Donc c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se produire, et en fait ça permet à d'autres acteurs, donc des gens comme Calray, des gens comme Cypearl, etc. en France pour le coup, de revenir dans le marché de la création de semi-conducteurs, et donc il y a une épingle à tirer de notre jeu en Europe pour être capable de rentrer dans le marché au bon tempo, avec suffisamment d'investissement, mais sans en mettre trop non plus, parce que c'est vite très très cher les semi-conducteurs. Ouais. Alors, je te propose un truc, parce que alors, je sais que tu as eu une nuit très très courte. Je sais aussi que donc je t'ai vu bailler plusieurs fois. Je te propose, je crois que tu écoutes le podcast de Mathieu aussi, Génération Do It Yourself. Ouais. Il fait un truc parfois avec ses invités. Il les laisse seuls face au micro pendant qu'il va leur chercher un café. Est-ce que tu veux que j'aille te faire un café et je te laisse seul face caméra? Tu racontes ce que tu veux. T'es en live. On ne coupera pas sur le replay. Tu peux raconter ce que tu veux aux personnes qui sont connectées au live.
Tu veux le tenter l'exercice ou pas? Ouais, on peut tenter cet exercice. Tu veux un café? Eh bien, je rêvais de te demander qu'on fasse une pause pour que tu me chopes un café. Eh ben écoute, je te laisse. Ou un Coca Zéro si tu veux, ça peut être bien aussi, il y a la caféine dedans. Je te laisse avec les auditeurs et j'arrive avec un café. Donc, bonjour à vous, chers auditeurs. Du coup, je vais faire ma minute de solitude. C'est une idée géniale qu'avait aussi Rebecca Manzoni à une époque dans une émission qu'elle donnée le dimanche matin sur Inter. Qu'est-ce que je vais vous raconter cette année, chers auditeurs? Moi, cette année, c'était une année marrante parce qu'on a encore doublé la taille de Clever. Donc, Clever fait 50 personnes maintenant. Et donc, on l'a toujours fait sur fonds propres. On ne le fait pas avec des invests. Et en fait, c'est une année où on a attaqué plein de nouveaux sujets qui sont hyper intéressants. Et moi, j'ai l'impression d'avoir changé de boulot tous les 2 mois. Et que mon poste évolue en permanence et c'est très très intéressant. Et donc du coup, j'ai découvert des nouveaux métiers, j'ai découvert des nouveaux problèmes, on a attaqué des nouveaux problèmes. Et ce qui me plaît, c'est que la passion que j'ai pour mon boulot et ce que je dois faire au quotidien est toujours la même. C'est toujours aussi excitant de bosser chez Clever et d'avancer sur mes sujets. Et je trouve que c'est très agréable de gérer ça comme ça et ça me plaît beaucoup. Donc pour moi, c'est une super bonne nouvelle et ça m'excite bien de continuer à faire ça et de continuer à vivre là-dedans. Donc voilà, c'était le sujet dont je voulais vous parler. C'est la passion qu'on a de construire une boîte à la fois en Europe avec cet ADN tech et de construire un projet qui en fait continue plus de 10 ans après à rester. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le jour 1. En fait, je vois toutes les nouveautés de ce qu'on est en train de construire et j'ai toujours l'impression d'être au premier jour et que je suis en train de reconstruire du premier jour. Et je trouve ça hyper excitant, en fait, comme façon de faire. Et c'est pour ça aussi que je mets toujours autant d'énergie et que on va me retrouver toujours autant partout. C'est parce qu'en fait, je vis dans une espèce de truc qui est très... ouais, c'est extrêmement enrichissant de me retrouver face à des problématiques que j'ai jamais vues tous les jours et que ces problématiques-là, faut trouver des nouvelles façons de les challenger et essayer de pas les résoudre comme les autres les ont résolus si on n'aime pas les résultats des autres. Et je pense que c'est au quotidien, c'est ce qui me fait plaisir en tant qu'entrepreneur à faire. Et oui, effectivement, en ce moment, j'ai des nuits courtes, j'ai des petits problèmes d'insomnie. Bon, même si là, il y avait un petit problème de fête de l'hiver chez Ici Lundi, mais voilà, on ne peut pas toujours être raisonnable non plus, ce serait dommage. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous raconter à propos de ça. En plus, j'ai été synchro en plus. Pas mal, ouais. Tiens, j'ai même pris un coca aussi en plus pour la suite. Hop là, bon, ça a été, les auditeurs ont été gentils. Les auditeurs ont été gentils, je sais pas, en fait, c'est toi qui as les retours live, chat. Donc ils peuvent te dire. Alors, du coup, on parlait donc du processeur M1. Je sais pas si donc on verra. Je propose qu'on passe du coup au sujet d'après, notamment au travers de un autre projet que tu as mené cette année, le projet Renaissance, qui touche aussi de manière plus globale à toute la souveraineté technologique en France. Et c'est un truc aussi qui a quand même vachement bougé cette année. Est-ce que c'est une prise de conscience des autorités, des gouvernements, qui soit à l'échelle française ou européenne? T'as zut, ton coca et... Là, c'est bon. J'ai eu une bataille et je l'ai gagnée. Est-ce que c'est une prise de conscience de la part des gouvernements et autres autorités européennes sur l'importance de enfin agir pour faire quelque chose? Ou est-ce que c'est que sur les acteurs américains ont commencé à être un petit peu plus, peut-être pas lazy, mais en tout cas à laisser une place pour d'autres personnes de s'installer? Alors, laisser une place, non, jamais. Ouais. Ce sera jamais ça leur ambition. Et ils seront toujours là pour s'assurer que on ne puisse pas rester tranquille. Par contre, il y a une prise de conscience, petit à petit, des autorités, parce qu'on a un certain nombre à avoir été les voir pour en discuter avec eux. Et encore une fois, tu peux pas gueuler contre les prises de position publiques si tu vas jamais expliquer ton point de vue à un politique. Un politique, c'est quelqu'un qui doit rencontrer des gens qui vont lui expliquer des problématiques et se faire une opinion lui-même de la problématique et de comment la traiter.
Et donc, il faut convaincre, effectivement, régulièrement, les politiques sur certains sujets. Le projet Renaissance dont tu parles, c'est un projet où on a gagné un appel à projet financé, où en fait, avec 4 boîtes, donc Vates, qui est des spécialistes de la virtualisation, de CRSI, qui est un constructeur, et une boîte qui s'appelle Calray, qui est un producteur de semi-conducteurs, qui produit ce qu'on appelle des DPU. On va construire des nouvelles façons de faire de la virtualisation et du réseau, sur la base des technologies Calray de DPU. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un DPU? C'est ce qu'on appelle une Data Processing Unit. En clair, les DPU, c'est ce qui se met entre la machine et le réseau, ou la machine et le stockage, de façon à accélérer les process, décharger les CPU et accélérer les process à cet endroit-là, et ou augmenter la sécurité, Globalement, chez Amazon, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nitro. Nitro, c'est le DPU d'Amazon. Donc, ils ont fait ça il y a 10 ans. Nous, on fait ça maintenant donc avec le DPU Calray. Et aujourd'hui, oui, on fait du matos, où là, on va réinstruire des choses dans le réseau. Et en fait, les gens ont l'impression que chez Clever, on fait que du soft, mais c'est pas tout à fait vrai. On fait pas mal de R&D aussi en hardware, en fait. Et par exemple, nos nouveaux switches dans les nouveaux endroits, c'est notre Network OS qui est dessus. On a dégagé le Network OS officiel et on a mis un Network OS à nous pour des raisons de sécurité, de performance et de maniabilité du truc. Là, c'est un peu la même chose. En fait, on est en train de porter le load balancer Sozu qu'on a écrit, qui est très rapide, à l'intérieur du DPU Calray, de façon à pouvoir permettre de faire du routage sur du 400 gigabits symétrique. Ce qui est énorme, et aujourd'hui, personne n'arrive à faire ça, et donc ça permettrait de faire un premier composant réseau physique hyper intéressant d'un point de vue souveraineté pour éventuellement récupérer la main sur certains éléments des choses. Et au global, notre stratégie à nous est toujours de dire comment on fait pour récupérer petit à petit la main sur la production de certaines choses qui nous paraissent clés dans les infrastructures informatiques pour éviter de passer notre temps à les acheter ailleurs. Encore une fois, la souveraineté, c'est pas un enjeu isolationniste, c'est un enjeu de rapport de force. Donc, si tu ne sais plus du tout faire quelque chose, un vrai problème de compétence, y compris pour l'acheter. Alors du coup, sur la partie souveraineté, parce que du coup maintenant tu travailles quand même beaucoup plus dans tous ces niveaux d'instance. C'est pour ça qu'on le voit en costard aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ces sujets du coup de souveraineté aujourd'hui, c'est vraiment des sujets qui sont pris à l'échelle européenne, ou c'est encore pour le moment qu'à une échelle française? Non, c'est un vrai sujet à échelle européenne. C'est un sujet où, moi, quand j'ai commencé à parler de souveraineté technologique il y a des années, tout le monde me prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est dans le titre du ministre. Bruno Le Maire, il est entre autres ministre de la souveraineté technologique. En disant, mais attends, si on achète systématiquement les technologies à l'extérieur, comment on fait si jamais on s'engueule avec nos partenaires? Vraie question. Donc, du coup, la question est posée, elle est sur la table, et il faut qu'on décide d'y répondre. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on pose ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose de sain. Et donc, maintenant que cette question est posée, répondons-y de la façon la plus intelligente possible. Voilà. Pour moi, l'enjeu, il est là. Il est comment on fait. Aujourd'hui, on a posé la question. On commence à avoir des réponses. Et on va créer, je pense, une nouvelle façon de faire là. Et je pense que c'est une bonne chose. Et est-ce qu'on peut vraiment réussir à... Toi, tu le disais tout à l'heure que il y a ce côté, dans la loi, il y a ce côté irrémédiable, l'impact irrémédiable sur le marché qui doit être présent, qui doit pouvoir être démontré pour toute cette partie j'ai oublié le terme, quand il y a une entreprise qui fait de monopole, et que tu disais, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas le démontrer dans la tech parce qu'il suffit de mettre suffisamment d'argent sur la table et le marché, tu le relances. Il s'avère qu'aux US, le suffisamment d'argent, ils l'ont. En Chine aussi, ils ont quand même beaucoup d'argent à gagner sur ces sujets-là. Est-ce qu'à notre échelle européenne, on a les moyens, vraiment au niveau purement financier, d'investir sur... Pas tant un problème de moyens financiers qu'un problème de compréhension de combien c'est majeur. Aujourd'hui, notre ministre du numérique, donc un ministre délégué, n'est toujours pas ministre de plein exercice. La tribune que j'avais co-signée avec des amis pendant la présidentielle disait clairement, nous, ce qu'on veut, c'est un ministre de plein exercice, c'est-à-dire qu'il a sa propre administration, son propre budget, capable de dire, la technologie, la totalité du numérique est un sujet tellement grave pour la société qu'on ne peut pas en faire un sous-ministère à Bercy.
parce que ça a des impacts sociologiques, médicaux, démographiques, économiques, de la démocratie, et donc ça devrait être traité comme un des sujets les plus importants, surtout qu'on est en train de prendre du retard. Et donc, on avait demandé ça. Bon, passer déjà d'un secrétariat d'État à un ministre délégué, on avance, mais on n'y est pas encore totalement. Et souvent, le digital, c'est un peu ça. Enfin, à un moment, on a un problème de gaz en Allemagne, on dit, bah, filez-nous du gaz, on vous filera les datas. Hein. C'est ça, le nouvel accord d'export de la data avec l'Europe et Biden. Alors qu'on sait tous que Max Schrems sera là, qu'on va faire Schrems 3, et qu'on sait qu'on va reclaquer la gueule à cet accord parce qu'il ne respecte pas la loi. Si vous voulez un très bon exposé de différence légale sur la gestion et la perception légale des données personnelles, Benjamin Bayard à l'université du SI cette année a donné une conférence splendide sur la souveraineté de la data. Et cette conférence est très brillante. Donc à un moment, on se retrouve dans une situation où c'est pas tant un problème d'argent, un problème de conscience. Le truc, c'est que les gens de la tech, ils sont marrants. Ils font des trucs, c'est rigolo. Ah, t'as vu la dernière connerie sur mon téléphone portable, quoi. La compréhension du fait que c'est une chaîne industrielle complète, totale et d'une grande complexité, elle n'est pas totalement là. Et donc, on doit continuer à éduquer là-dessus. Et c'est pour ça que, en tant que développeur, il faut aller expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est une chaîne industrielle, pourquoi, en fait, quand on achète systématiquement à l'extérieur, c'est exactement comme la désindustrialisation. C'est une connerie et qu'on va le payer très cher. Et ça, en fait, c'est encore de la pédagogie qu'il faut faire. Et après, est-ce qu'on aura l'argent? Oui. Mais c'est pas un problème d'argent, là. C'est un problème de focus. C'est un problème de compréhension de l'enjeu qui est sur la table. C'est un problème de comprendre que l'ordinateur, c'est pas un tools. C'est la troisième révolution industrielle. C'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Et donc, à ce sens-là, on est en train de créer des outils et les outils industriels automatiques, donc la chaîne logistique de l'industrie, enfin vraiment en tant que chaîne industrielle de la prestation intellectuelle, qui en fait est un secteur hyper large de l'économie qui continue à s'ouvrir. Et quand on parle de là, il commence enfin à donner du rendement, mais c'est ça en fait. Et du coup, ça devient un secteur qui est très intéressant. Mais pour ça, il faut encore faire la pédagogie de pourquoi, et c'est important. Et des fois, je dis en déconnant aux gens, parce que maintenant, des fois, les gens font des réflexions sur le fait que je suis en costard, et je dis, mais c'est une bonne chose. L'un des échecs du digital européen, c'est qu'on n'a jamais pu faire la jonction avec l'économie traditionnelle. Parce que comme on se pointait en t-shirt et en basket, les mecs nous prenaient pour des branleurs. Et donc, on n'a jamais fait la jonction avec l'économie traditionnelle. L'économie traditionnelle, si tu as du pouvoir et que tu représentes quelque chose, tu portes un costume. Et donc, tu te mets en costume. Et là, tu fais la jonction avec ces gens-là, qui du coup acceptent de te parler, parce qu'ils acceptent de te reconnaître comme étant important dans leur monde. Et c'est pour ça, et puis bon, moi par ailleurs, je pense que l'élégance a été inventée par les Européens, donc autant s'en servir. On est bien habillés, nous autres Européens, on sait le faire, et donc faisons-le bien et allons jusqu'au bout du délire. Et en fait, ce truc-là, il est important, c'est comment on va renouer en fait avec notre économie traditionnelle, parce que sinon on voit des très gros mastodontes importants, le retail par exemple, Carrefour, faire un énorme partenariat avec Google sur leur intelligence artificielle. Mais en fait, ça veut dire que tu donnes ton intelligence, tes clients, ta data, à quelqu'un qui finira par être nécessairement ton concurrent. Et donc, c'est pas une bonne idée. Et donc, ce truc-là, aujourd'hui, il est comment on reconstruit le lien entre les entrepreneurs de la tech et l'économie traditionnelle dans notre pays. Comment on fait la pédagogie auprès de nos politiques de l'importance des choses qui sont en train de se produire dans notre écosystème et de combien ça va déterminer de façon totale le monde dans les années à venir. Et donc, comment on construit ça? Et après, l'argent n'est qu'une conséquence de cette bonne pédagogie-là, où aujourd'hui, il faut qu'on la fasse. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, non, c'est clair. Et en même temps, je suis assez, alors je ne vais pas dire choqué, mais en tout cas pas loin, de voir qu'en 2022, donc presque en 2023, on a encore besoin d'aller éduquer ces gens-là au fait que l'ordinateur, c'est pas juste un outil pour écrire ses emails et préparer une lettre de je ne sais quoi, que c'est une vraie industrie, c'est un vrai métier. Et c'est effectivement, comme tu le dis, une chaîne industrielle. Donc, il y a des gens qui produisent les matériaux, qui produisent toute une étape de logiciels, d'outils, de software,
Enfin, c'est une galaxie de choses colossales. Je trouve ça ouf de se dire. Mais même dans le logiciel, le logiciel est une chaîne de production industrielle. Ouais, complètement, ouais. Aujourd'hui, tu vas souvent avoir des sous-traitants. Vous, par exemple, vous êtes une agence. Vous avez des sous-traitants spécifiques sur des parties de logiciels que vous vendez où vous faites pas tout en interne parce qu'en fait, il y a des gens qui le font mieux parce que dans la chaîne de production logistique. Et puis, après, vous avez des sous-traitants globaux qui vous vendent des morceaux de soft, etc. Et donc, en fait, tu as déjà une chaîne de sous-traitance industrielle. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même aujourd'hui toute une partie de la chaîne, elle est plus chez toi. Elle est plus en Europe. Mais je trouve ça quand même pas normal qu'en 2022, il faille encore éduquer des gens, notamment sur ces niveaux de décision, sur l'importance et sur le poids que représente cette industrie aujourd'hui, quoi. Tu vois, ne serait-ce que le monde du jeu vidéo qui pèse plus que le monde du cinéma. Enfin, tu vois, c'est pas anodin, normalement. C'est des chiffres qu'ils devraient avoir, ces gens-là, non? Ouais, mais pour qu'ils les aient, il faut qu'on aille les voir. Or, souvent, on les dédaigne. Et en fait, on est dans une relation entre... on les regarde de loin admiratifs et de toute façon, on s'en fout, c'est que des cons. Et donc, en fait, il faut aller à leur contact, en fait, pour leur expliquer et faire la pédagogie. Et vraiment, et prenez rendez-vous avec votre député. Expliquez-lui vos problématiques. En fait, c'est des gens, ils sont au service de l'intérêt de tous. Qu'ils soient de votre bord ou pas de votre bord politique, c'est pas l'enjeu. C'est des gens, pour une raison ou une autre dans leur vie, ils se sont dit, je vais me concentrer sur le bien collectif et faire partie des rouages de la nation. Que vous soyez d'accord ou pas avec lui, on s'en fout, ça reste quand même une belle approche du monde, quoi. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont besoin de feedback, ils ont besoin que vous leur appreniez quelles sont vos problématiques, et je pense qu'on a été des mauvais pédagogues. Et donc oui, aujourd'hui, il faut accepter de faire le boulot qu'on n'a pas fait hier. Et donc il faut d'autant plus le faire aujourd'hui que, en fait, il va pas se faire tout seul, ce travail-là. Et comment est-ce que du coup, comment est-ce que tous les devs ou n'importe quel dev peuvent participer à ce projet-là? En fait, tu prends rendez-vous, tu t'appelles ton député, tu prends rendez-vous, tu lui dis, bah voilà, moi j'ai des problèmes dans mon métier, je pense que c'est important que je vous en parle, parce que ça va vous donner un éclairage dans votre capacité en tant qu'élu de la nation de pouvoir prendre les bonnes décisions pour la nation. Et en fait, c'est des gens, c'est ça qu'ils attendent. Et puis, sinon, c'est entreprendre, ou c'est expliquer, c'est arrêter de baisser la tête au repas de Noël, mais aller jusqu'au fond de l'explication d'un truc. Voilà, moi, le nombre de fois où j'ai expliqué sur le fonctionnement des ondes, j'en ai marre d'entendre des ondes électromagnétiques, avec tous ces électrons qui se baladent. Il n'y a pas d'électrons dans les ondes électromagnétiques, comme leur nom ne l'indique pas, il n'y a pas d'électrons dans cette opération. Mais c'est je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a besoin que, en tant que développeur et qu'ingénieur, on dise nos sujets sont importants, donc on les assume, on va jusqu'au bout et on avance. Ça paraît simple et en même temps, ta phrase a commencé par il suffit d'appeler son député et déjà le fait de prendre son téléphone, pour certains, ça peut être bloquant. Oui, mais tu peux envoyer un mail, ils ont tous une adresse mail et en vrai, les assistants parlementaires répondent. C'est un des trucs que j'ai découvert. Du coup, je me suis trouvé à faire de l'affaire publique avec Guillaume. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient ravis de te répondre, en fait. Parce qu'en fait, eux, ils le savent qu'ils sont paumés. Donc, en fait, que tu viennes leur expliquer un truc, ça les intéresse. Carrément. Je propose, avant qu'on passe à la dernière partie de prédiction, un dernier sujet très rapide que j'avais gardé un peu pour la fin, pour terminer sur un sujet un peu tech. Il y a quelques temps, j'ai fait un épisode où on parlait de bases de données. Et comme souvent, je fais des extraits sur TikTok et différents réseaux. Il y a un extrait qui a cartonné sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, où en fait, je recevais, alors j'ai plus son nom en tête, mais je recevais un intersystème et mon invité me disait que les devs allaient se remettre à faire des procédures stockées. Alors, il ne parlait pas de PLSQL en direct, mais il reparlait des procédures stockées et que c'était quand même super pratique d'avoir du code installé proche de la base de données, que tu faisais du coup beaucoup plus de choses quand tu étais proche de la base de données. L'extrait a explosé et plein de devs qui disent que c'est n'importe quoi en termes de sécurité, que si les serveurs sont distants, ça marche pas, qu'il y a trop de données à traiter. Enfin bref, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris le concept des procédures stockées. Peut-être aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Quel est, du coup, toi, ton point de vue sur l'avenir des procédures stockées? Je vais te répondre en contournant le sujet, en parlant des bases de données. En fait, il se passe un truc dans le secteur des bases de données et on l'embrasse particulièrement en fait chez Clever parce qu'en ce moment, on écrit des bases de données. C'est notre travail. C'est un gros projet chez nous qui s'appelle Materia. Et en fait, Materia, c'est une énorme base fondation qui lui-même est un certain nombre de services
sur lequel on rajoute des layers. Et donc là, par exemple, on a un truc qui s'appelle Materia KV, qui est en alpha interne, et qui est un truc, ça parle Redis. T'as l'impression de parler de Redis, ça touche le Redis, ça sent le Redis, mais c'est pas une Redis, c'est pour toujours enregistré dans une fondation massivement scalable, multi-régional, etc. Et ce truc-là, on lui donne également une API Dynamo, ce qui fait que les mêmes data que tu trouves dans ton Redis, tu les retrouves dans un Dynamo. Parce que pour nous, tout ça n'est que protocole, et en fait, les bases de données sont sous-jacentes à ça. Et en fait, on va pouvoir te dire, bah, toi, ce que tu veux sur ces trucs-là, c'est faire en fait des opérations de données. Donc, tu veux faire un scan, comme on faisait en Hadoop, ou alors, tout simplement, ce que tu veux faire, c'est de l'indexation. Et en fait, on va te fournir un moteur d'indexation as a service, qui en fait voit passer le modèle de données, et lui, il va aller créer l'indexation full search, par exemple, de ce truc-là, et ça va se décommissionner. Et en fait, ce qui se passe sur ces bases-là, et c'est exactement ce que fait Snowflake, c'est en fait la data brute finie dans des object storage, ce qui coûte pas cher, et tu as des workers qui vont avoir des rôles spécifiques, qui voient passer la donnée, et qui créent en fait les services de données au-dessus de ça, et qui créent en fait la capacité de requêtage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces bases de données massivement scalables ne sont rentables que parce qu'en fait elles sont multi-tenants, parce qu'en fait tu lances des tonnes de serveurs différents, et en fait un soft ne fait vraiment plus qu'une seule chose. Donc si tu lançais ça pour une organisation qui a 200 mecs de data, ça n'aurait aucun sens, parce que tu viens de lancer 18 serveurs, donc ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu microservices tes architectures de données, et en fait tu les rends abstraites derrière des modèles d'architecture de données. Et là-dedans, effectivement, parfois, ce qui va être utile, c'est de lancer une fonction à côté de la donnée, d'un point de vue I/O localisé sur la donnée, donc un map, un reduce, les fonctions classiques en fait d'attaque, qui en fait vont se comporter du coup comme une proc-stock, sauf qu'en fait, il faut être capable de le faire en multi-tenant, multi-scalable, et en fait en fonction des use cases. Et en fait, en fonction des use cases, tu vas te retrouver effectivement à instrumenter de plus en plus des services au sein du repository de données. Donc, c'est pas littéralement une proc stock, c'est plutôt qu'en fait, une partie du code va partir là-dedans. Et après, ça pose des problématiques de, effectivement, comment tu versionnes le code, comment tu le testes, comment tu comment tu crées sa répétabilité. Et donc, ce sera pas une proc stock au sens à l'ancienne où tu colles les proc stocks, c'est toujours des trucs qui vont être fournis avec des frameworks, avec une vision de comment tu le testes et comment tu le mets en live. Et je pense que ça, c'est assez intéressant et assez pertinent de voir qu'on va recréer un écosystème entier là-dessus qui est tout à fait pertinent. Canon. Ça ressemble effectivement à un joli produit. On mettra des liens en description pour que les gens puissent aller. Faut pas hésiter à commencer à nous envoyer des mails parce que là, on commence à jouer avec ces technos-là. C'est très excitant. C'est également ce qu'on a fait avec Pulsar qui, chez nous, finira par s'appeler Materia MQ. Et en fait, on est en train de créer tout un écosystème de bases de données qui est en fait des services de données très simples à utiliser pour les développeurs qui permettent de se poser plus aucune question de ressources et qui permettent d'aller loin. Et en fait, Fondation nous fournit le log distribué, le stockage distribué, le machin, etc., le système d'indexation. Et en fait, tu reparamètres et tu recrées à chaque fois que tu crées des layers. Et en fait, vraiment, ce qui se passe, c'est que tu vas créer ça sous forme de microservices. Ce qui est déjà le coup de certaines bases de données. Tu prends un Mongo, en fait, c'est 7 démons, un Mongo. Tu vois, qui se parlent entre eux. C'est 7 démons avec chacun sa tâche, etc. Et donc, en fait, si tu veux, toutes ces bases de données-là, en fait, pour finir, sont des sous-systèmes qui se parlent. C'est juste que là, on va exposer la complexité de la division à l'utilisateur pour pouvoir décider ce dont tu as réellement besoin et faire des économies. Et c'est le côté un peu FinOps de l'opération. Et c'est ce qui est hyper intéressant, en fait, dans l'approche. Mais ça n'est possible que sur des larges volumes en utilisant la multi-tenancy. Sinon, en fait, tu as des PC qui glandent rien de leur vie et ça, c'est pas admissible. Ouais. Alors, du coup, pour terminer, il y a cette partie qu'on essaie de faire chaque année, mais je crois qu'on n'a encore jamais eu vraiment raison. C'est une espèce de projection sur qu'est-ce qui va se passer sur l'année à venir. On va essayer peut-être d'être plus générique cette année ou de réussir à tomber plus juste. D'après toi, un truc en 2023 dans le monde de la tech, une grande tendance qui va se dégager en 2023? Je vais essayer tous les ans. 2023, c'est l'année du desktop Linux. Ouais, genre grand public. Grand public. D'accord. Moi, je serais pas aussi ballsy que ça. Non, mais fallait que je la tente. Ouais. Fallait la tenter. Non, plus sérieusement. Enfin, j'aimerais beaucoup que le desktop Linux se démocratise, hein, mais je pense qu'il y a encore un peu de boulot et surtout qu'on manque de champions et de modèles de vente pour ça. Même si dans les faits, on a de plus en plus de vendeurs qui font des très beaux boulots. Les gens de chez System 76 font un très bon travail.
Les gens de chez Tuxedo font un très bon travail. Enfin, il y a comme ça plein de petits manufactureurs qui en fait sortent des portables super bien avec des distribs Linux hyper user-friendly. Et ça commence à prendre. Mais bon, effectivement, je sais qu'il y a encore des problèmes pour faire l'année du desktop Linux. Mais bon, c'est traditionnel. Tous les ans, je ferai cette prédiction. Non, ce qu'il y a d'autre qui va se produire cette année, l'accélération des migrations massives au cloud avec les conflits géopolitiques que ça entraîne. Aujourd'hui, entre la montée des prix de l'élec, qui est une réalité, hein, les prix de l'énergie, c'est une grande réalité pour notre métier, et la montée des tensions géopolitiques, la notion de qu'est-ce qu'on prend comme technologie va commencer à se pondérer autrement qu'on a bien aimé le produit. Et donc, on va commencer à se poser la question de oui, mais est-ce qu'on va leur acheter des produits à eux ? Est-ce que c'est la bonne histoire et comment on fusionne et comment, etc. Et peut-être que les grands groupes vont commencer à poser des vraies questions aussi au gouvernement en disant mais quelles sont nos assurances si jamais on achète chez eux, de quoi, qu'est-ce qui va se passer et comment on peut les contraindre derrière à pas nous prendre en otage. Bon, ce qui se passait à Alstom parce qu'ils avaient acheté leur mail chez Microsoft, ça a quand même été un peu rude. Ils sont quand même retrouvés à être vendus aux Américains à cause de ça. Donc un sujet qui est quand même pas si simple que ça, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a ce sujet-là qui va arriver. Je pense que les explosions dans la tech de nouvelles plateformes hardware, nouveaux CPU, nouvelles, etc., ce sera probablement un tout petit peu plus tard, mais là, cette année, on va déjà commencer à sentir les picotements, parce que clairement, il se passe des choses dans l'univers du semi-conducteur, il s'en passe beaucoup, et c'est très intéressant. Ensuite, je pense que la 5G va commencer à essayer de bouffer le Wi-Fi. Parce que c'est vachement mieux construit comme protocole d'abord, mais parce qu'il faut bien faire avancer les sujets. Donc c'est des sujets qui vont avancer doucement et qui sont des sujets qui vont progresser ou non dans le marché. Est-ce que cette cannibalisation d'un protocole, enfin d'un mode de transfert à l'autre, est-ce que ça se fera pas au détriment des utilisateurs ? Non, au contraire, c'est plus rapide, ça a moins de latence, ça diffuse moins d'ondes, ça bouffe moins d'élec, c'est beaucoup plus sécurisé. Mais c'est un prestataire... Non, tu peux avoir ta propre borne 5G en interne qui fournit ton Wi-Fi si tu préfères. Ah, ok, d'accord. Il faut encore qu'on trouve comment ça va s'articuler la 5G domestique, mais c'est prévu par le protocole, et donc normalement on va pouvoir commencer à transitionner out of le Wi-Fi, ce serait quand même très très cool. Canon. Parce que le Wi-Fi, pour vous la faire courte, en protocole, c'est un peu genre celui qui gueule le plus fort passe. Là où la 5G a été pensée pour se dire si tout le monde a un téléphone portable dans un stade, comment on fait pour faire en sorte que la totalité des communications arrive bien, ce qui pour l'instant ne fonctionne pas, hein. Même en 4G, c'est très dur. Donc c'est des nouvelles façons de procéder sur le réseau qui sont hyper intéressantes en termes d'ondes. Donc je pense qu'il va y avoir des sujets là-dessus assez pertinents. Je pense que la suprématie des GAFAM va être un peu remise en cause. Je pense qu'il y a des personnes dans l'État américain qui ont envie de poser très sincèrement la question de l'indépendance trop forte des GAFAM, voire d'un split. Et je pense qu'il y a un des GAFAM qui est fragile aujourd'hui, qui est Facebook, qui pourrait devenir une cible de choix pour montrer que c'est possible. Parce qu'en plus, la concentration WhatsApp, Instagram a quand même beaucoup énervé là-dedans. Et donc il n'est pas impossible qu'on commence l'ère du grand démantèlement des géants du net. Je ne sais pas si ça se fera effectivement cette année, mais c'est pas impossible que commence cette ère-là. Et mine de rien, le fait que Musk commence à foutre le bordel chez Twitter fait qu'il va peut-être essayer de se trouver une place intéressante parmi les gros, en termes d'usage en tout cas. Donc il y a des choses là-dessus qui, à mon avis, vont être très intéressantes à observer. Après, en tech, je pense que la partie front est aujourd'hui sur ses tracks et avance bien. La partie back est sur ses tracks et avance bien. Ce qui va vraiment changer, c'est l'ensemble des usages du machine learning par les développeurs pour simplifier la vie et créer des nouvelles fonctionnalités pour leurs utilisateurs sans être des experts en machine learning. Et ça, je pense que ça va être la grande révolution de 2023 en tant que développeur, c'est qu'on va se mettre à être capable d'utiliser ces trucs-là, qui en fait avant étaient trop abscons pour le développeur de gestion traditionnel qui, mine de rien, autre chose à faire que de se taper des thèses sur les réseaux neuronaux. Et je pense que de plus en plus, ça va devenir des outils sur étagère possibles à intégrer
au même sens que la UI, au même sens que etc., sont devenus des outils. Enfin voilà, aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des frameworks pour faire du web. Et ben, je pense qu'il va y avoir des frameworks pour faire de la AI sans nécessairement être un gros spécialiste AI qui vont commencer à arriver, ou sous forme de service, et qui vont permettre petit à petit d'intégrer des nouvelles fonctionnalités extrêmement excitantes pour les utilisateurs, ce qui va renforcer leur utilisation et ce qui va nous faire probablement passer à des stades supérieurs. Ouais. Super intéressant, canon. Moi, je ne sais pas si c'est une prédiction ou un vœu pieux, mais j'aimerais bien en tout cas qu'en 2023, à part des contextes spécifiques, notamment je pense à tout ce qui est défense, forces armées et compagnie, je dirais une année sans application monolithique. Notamment, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis sur les AI, et je pense que de plus en plus, les gens vont comprendre que on peut être très bon en tant que dev, mais tu peux pas être bon partout, en fait, et qu'à un moment, il faut juste être d'accord de dire que moi, je fais ce que je sais faire et je me repose après sur des services à droite à gauche qui sont dédiés à un truc, où je confie un service sur une techno spécifique à une équipe. Chez moi, tu vois, une espèce d'un truc que vraiment, t'arrêtes d'essayer de tout faire au même endroit, quoi. Voilà, on verra si... je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'effectivement, ça va vers les spécifications des applis. Et je pense que c'est effectivement une bonne chose que ça arrive. Merci beaucoup, Quentin, pour ce bilan. Est-ce que tu aurais un dernier message pour conclure cette année, en sachant que je pense que cet épisode sera diffusé en début janvier. Donc, les gens nous écouteront, ils seront déjà en 2023. Moi, mon message, c'est... en tant que développeur, il faut prendre notre place dans le monde, à la fois en tant qu'Européen, et donc effectivement, quand on vous dit testez nos technologies, notamment, moi je le dis souvent, n'achetez pas du Clever Cloud parce qu'on est français, testez du Clever Cloud parce qu'on est français, achetez-les parce que ça vous plaît, et vraiment, mais testez-nous. Et puis si ça vous plaît pas, dites-le nous, qu'on puisse s'améliorer et qu'on y arrive, en fait. Parce qu'en fait, qu'il y ait des trucs qui vous plaisent pas encore, moi ça me va très bien et c'est logique et ça me dérange absolument pas. Par contre, donnez-nous en fait l'occasion de devenir meilleur. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, en tant que développeur, prenez votre place politique, prenez votre place économique, prenez votre place managériale. En fait, on le sait tous, le monde se transforme sous l'impact de la révolution digitale, qui est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Et nous, en fait, on est ces artisans. Et on peut pas être dans un rôle de spectateur, de regarder d'autres gens faire n'importe quoi, parce qu'en fait, ils n'ont pas les compétences, et ensuite dire « Ah bah ouais, mais ils ont fait n'importe quoi comme d'habitude, parce que bon, ils nous écoutent pas. » Eh ben très bien, allez leur parler, prenez la parole. Vous donne la parole, prenez-la, mon vieux. Oui, je sais, je fais des citations de messages à caractère informatif, mais bon... Très bien. Et voilà, vraiment, prenez la parole. Prenez en main une part du destin du monde, parce qu'en fait, on en a besoin, et que si on le fait pas, bah, ça va être un peu moins bien, ça va être un peu moins drôle, ça va être un peu moins excitant, ce sera un peu moins cool de vivre dans notre pays, et ça, je veux pas que ce soit le cas, et j'ai envie de pouvoir continuer à m'amuser, moi. Canon. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, un petit peu beaucoup plus long que d'habitude. Mais je rejoins effectivement Quentin. Vous allez écouter cet épisode normalement en replay le 2 janvier. Donc vous avez encore le droit de changer vos bonnes résolutions pour l'année. Donc prenez votre place effectivement dans le monde. Entreprenez, lancez des projets, faites-vous entendre. Aider du coup notamment aussi le projet de Quentin de faire en sorte que les hommes, les gouvernements, les individus comprennent un petit peu l'importance de notre métier dans ce monde, et aidons-le à changer dans la bonne direction. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous remercie pour une super année 2022 qui a été un vrai plaisir sur tous les épisodes et tous les sujets qu'on a pu enregistrer. Donc un grand merci pour tout ça. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.